La magie du concept, ça je l'ai compris après, c'est que comme c'est un cadeau, parce que les gens les offrent, bah à chaque commande, t'as au moins une personne qui va découvrir. Et si c'est un mariage, ça va être 200 personnes, si c'est une entreprise, ça peut être 1000. Donc en fait, t'as une croissance organique de par la nature du cadeau. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier qui sort le 8 juillet. On est le 8 juillet aujourd'hui, l'été commence ou continue ou se profile à l'horizon pour certains d'entre vous, mais pour moi il a commencé puisque je suis avec Chanty qui est la fondatrice de Chanty Biscuit. Salut Chanty, ça va? Salut, très bien, et toi? Bah ça va bien, je suis très heureux de te recevoir. Ça fait un bout de temps évidemment que je te connais. Tu étais passé chez mon associé Matt dans JDIY. Je dois dire que j'ai pas écouté l'épisode, mais depuis... Mais il est vieux, hein? Bah, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans? Je l'ai enregistré à 3 ans et demi. Ok. Et depuis, on a régulièrement des biscuits Chanty au bureau. C'est une super histoire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir tout de suite, évidemment, Chanty Biscuit sur chantybiscuit au pluriel.com, évidemment. Et surtout, à découvrir la Bisqueen qui est en face de moi, qui est pleine de couleurs et ça fait du bien. Chanty, ce sont des biscuits personnalisés. Exactement. On n'en dit pas plus. On peut en dire plus, ça, hein, mais c'est vrai, en 2 mots, c'est ça. Biscuits personnalisés, c'est vraiment pas mal. C'est une boîte que tu as fondée il y a une dizaine d'années. Tu fêteras tes 10 ans l'année prochaine, en 2023. C'est une très belle histoire où tu passais par pas mal d'étapes sur le côté solopreneur, puis l'accélération. Tu t'es entouré, tu as pris un DG à une époque pour gérer une certaine partie du business, pour toi te concentrer sur d'autres choses. Tu as fait beaucoup et presque principalement du direct to consumer. Ah oui. 99%. Mais... C'est ça, 99%. Modulo, quelques pop-up stores, on en parlera. T'en as fait dans le passé, t'en fais en fin d'année à Paris, avec toujours une approche de créer de l'immersif, créer une expérience inoubliable, marquée. Oui. Ah oui, moi je veux faire rentrer les gens dans un univers qui s'en rappelle, que ce soit instagrammable et que tu fais waouh, et tu t'en rappelles, c'est ça. Cool. Il se trouve que tu écris très bien. Et du coup, ta conception rédaction et ta créa en plus, c'est toi la créa? Ah oui, c'est moi. Tout? Quasiment. Après, visuellement, c'est pas moi qui fais les designs, etc. Mais en général, c'est moi qui ai l'idée. Et après, derrière... ça déroule avec... Ça fait. Moi, j'écris, mais on fait les images, quoi. Ok. Eh bien, vous le verrez si vous allez sur le site, mais un univers graphique qui est hyper intéressant et surtout... Et qui va changer, qui est en train de changer. Qui est en train de changer. Ah oui. Mais tu as sur un rebranding total en ce moment. Là, je te fais un gros... Ça sort quand? Une grosse... dans l'année. Dernier trimestre, on va dire. Dernier trimestre. Tu fais avec qui? Avec la même agence qui m'a fait mon site actuel, Lord. Alors déjà, je suis Lord Save Bisqueen, c'est notre phrase. Lord Save de Queen, Bisqueen. Cool. Voilà pas mal de sujets abordés dans cet épisode, mais surtout sur ton activation, puisque j'ai l'impression qu'on te voit partout, on t'entend partout aussi. L'incarnation de la marque, forcément, tu t'appelles Chanty, c'est Chanty Biscuit. C'est un sujet qu'on va aborder. Bref, plein de sujets. Bienvenue. Merci. C'est cool de te recevoir sur le panier. Qu'est-ce qui se passe en 2013? Qu'est-ce qui se passe en 2013? Alors, ça démarre fin 2012, en fait. Je fête mon anniversaire et il y a une fille qui m'offre un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolos. Et dedans, il y a un tampon à biscuits avec marqué « Approuvé par le chef ». Donc, je fais les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais « Approuvé par le chef », c'est nul. S'il y avait eu un autre message, j'aurais pu les offrir à quelqu'un, ou si ça avait été personnalisé, ça aurait été encore mieux. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais ça aurait été trop cool de pouvoir choisir le message du tampon et de faire les biscuits pour les offrir à quelqu'un. Et j'ai vu que ça n'existait pas, et je me suis dit, bah, je vais le faire.
Voilà ce qui s'est passé. Mais on peut personnaliser les messages comme ça à la chaîne. Enfin, quand tu commences, j'imagine que tu les fais toi-même dans ton four. Ah oui, bah en fait, moi j'ai eu l'idée, j'ai trouvé sur internet un kit, enfin c'était un emporte-pièce de la forme du petit beurre avec des petites lettres que tu mettais dans une réglette pour tamponner les biscuits. J'ai trouvé ça, je me dis, ah bah vas-y, bah je peux le faire. Et donc pendant 4 mois, j'ai fait des tests de recettes tous les jours chez moi, au rouleau à pâtisserie, machin, pour voir si c'est bon, pour voir si le texte il s'écrit bien, etc. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et pendant 2 ans, j'ai tout fait à la main dans mon appart au rouleau à pâtisserie. Donc ça commence, je le fais dans les grandes lignes et puis on reviendra ensuite dans le détail, mais ça commence en 2013. Oui, enfin, le site a été lancé en avril 2013. Ta première machine, tu la reçois quand? Une vraie première machine, 2016. 2016. Donc pendant 3 ans, tu fais à la mano. Ah bah oui. C'est ouf. Enfin, c'est ouf, J'ai c'est un record courageux. du monde. C'est ça que je veux dire. Quoi. Mais moi, je me suis pas trouvée forcément spécialement courageuse. En fait, moi, j'étais là, c'est génial, ça marche, c'était trop cool. Raconte-moi les premières prods et comment ça part, hein, comment ça démarre. Le tout début. Ouais. Donc t'as cette idée, tu trouves l'emporte-pièce et le. Voilà, donc je commence à me dire, ok, bah maintenant si je veux le faire, donc il me faut un site, donc il me faut un logo, donc en fait, je me prends les trucs au fur et à mesure qu'ils arrivent, mais je me dis pas, je monte une boîte. Je me dis pas, je vais faire un truc, je vais en vivre, machin. Je me suis juste dit, il faut que ça existe parce que c'est trop cool. Mais du coup, je me prends au jeu. Et comme l'idée, c'est que les gens commandent, ensuite je fabrique, parce que du coup, les gens, le concept, c'est que les gens me donnent leur message des biscuits. Moi, je leur fabrique et je leur livre. Et donc, je pouvais démarrer, enfin, n'importe comment. Je faisais ma vie. Il y avait une commande qui tombait. Moi, je la fabriquais et je l'envoyais, quoi. Et t'es parti dès le début sur des commandes personnalisées. Bah oui. Pour moi, il y avait que ça au début. C'était vraiment le seul truc du concept. Et tu choisissais le parfum de biscuit, tu tapais ton message, je faisais les biscuits, je te les envoyais. C'était que ça. Et ça a été pendant quasiment presque tout Chantilly Biscuit, ça n'a été que ça. Hein. Et après, on a rajouté des offres, des coffrets, machin quoi. Ok. Ça, c'est récent en fait. Tes premières ventes, tu les fais comment? Bah, sur mon site. Donc tu crées le site en fait, l'histoire, c'est que moi, quand j'ai démarré, j'avais vraiment pas d'argent. Moi, j'ai juste le bac, j'y connaissais rien, l'entrepreneuriat, au marketing, etc. Et à ce moment-là, on est en 2013, donc il n'y a pas les podcasts, les formations, il n'y a personne qui peut te dire comment tu es censé faire. Et quand je suis en mode, je teste les biscuits et les recettes, j'ai ma meilleure amie qui se fiance à un mec qui fait des sites internet, et ils me disent, si tu nous fais les biscuits pour le mariage, on te fait un site. Bah ok. Donc, vendu, voilà. Ouais. Bah deal. Donc ils me font un site et qui était juste fonctionnel en fait. Il n'était pas incroyable. Moi je le trouvais génial. Je me suis dit, putain, j'ai un site. Et donc il m'a fait le site. Et le jour du mariage, enfin jusqu'au mariage, on n'avait pas forcément parlé. En fait, le jour du mariage, il y avait donc tous les biscuits. Donc là, je dis à tout le monde, ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon nouveau truc. Et le lendemain, quasiment, je partage sur ma page Facebook, bah voici ce que je fais maintenant. Et voilà, c'était parti. T'avais déjà une communauté ou t'étais tes amis mon quoi? Facebook perso. Ton Facebook je sais pas, j'avais quoi. 300 personnes, j'en sais rien. C'était quoi le premier site 2013? C'était un PrestaShop. Un PrestaShop, ok. Et tu es aujourd'hui sur Shopify, on y viendra plus tard. Donc totalement empirique. L'emporte-pièce, le site internet par le contact. Même avec le recul, quand je me disais le site, je sais pas comment les gens ont pu acheter dessus, tu vois. Ils avaient confiance. Mais ils l'ont fait. Bah oui. Tu te souviens de l'accélération du coup? Comment tu fais? Enfin, c'est une première commande, une deuxième. Comment t'enchaînes? Ça n'avait pas été non plus fulgurant d'un coup. Et en fait, la magie du concept, ça je l'ai compris après, c'est que comme c'est un cadeau, parce que les gens les offrent, bah, chaque commande, t'as au moins une personne qui va découvrir. Et si c'est un mariage, ça va être 200 personnes. Si c'est une entreprise, ça peut être 1000. Donc, en fait, tu as une croissance organique de par la nature du cadeau. Et en fait, quand j'ai démarré, comme ma meilleure amie se mariait, ma sœur aussi, je me suis dit, bah, dans le mariage, il y a trop de trucs à faire à la place des dragées. Donc, j'ai vraiment orienté le truc mariage. Et donc, les premières commandes, c'était mariage, baptême. Et ce qui m'a fait connaître plus rapidement, parce que c'était des plus grosses commandes. Et forcément, à des mariages, tu as les invités qui sont là, etc., quoi. Mais ça n'a pas non plus été, tu vois, la première année, j'ai démarré en avril, et entre avril et décembre, j'ai fait 6 000 € de vente, tu vois. Ouais, ce qui est... En fait, je faisais ma vie. En fait, je savais même pas quoi faire pour me faire connaître, tu vois. Ouais. C'est, j'attendais que ça tombe. Surtout que tu commences par des mariages mais les mariages, il y a une saisonnalité. Ah ouais, oui, de ouf. Ouais.
Ok, et du coup, comment tu accélères à partir de ça? Donc, ça a démarré comme ça. Et puis, à un moment donné, je pense que c'était aussi... Ouais, c'était en 2013. J'entends parler d'une marque aux États-Unis qui se fait connaître grâce à des blogueuses. Donc, à l'époque, on disait vraiment blogueuses. Et je me suis dit, bah attends, je vais faire pareil. Donc, je prends les 10 plus grosses blogueuses en France et j'envoie un mail en mode bonjour, je fais des biscuits personnalisés. Est-ce que ça te dirait d'en recevoir avec le nom de ton blog? Et je demandais rien. Et celles qui me répondaient, bah, elles allaient pas me dire non. Donc, j'ai envoyé des biscuits comme ça. Et je me suis dit, au mieux, elle le poste. Au pire, je perds 20 €. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis trop contente que quelqu'un goûte les biscuits, quoi. Bah oui. Et Ouais. donc, forcément, toutes celles à qui j'ai envoyé, elles l'ont posté. Il y en a derrière qui m'ont invité à des soirées. Il y en avait une à Aix. Ah, bah, viens, je fais une soirée avec une marque, machin. Donc, j'y vais. Une à Paris qui m'invite à un truc. Et donc, ça fait un peu comme ça. C'était ça un peu le démarrage, quoi. Et puis après, ça a fait effet organique. Je me suis fait contacter pour participer à un salon du mariage. Et voilà. On t'a contacté pour le salon du mariage. Parce que du coup, la blogueuse avait posté, une fille qui préparait son mariage participait, blablabla. Et ça a fait... c'est comme ça que ça a un peu enclenché le truc, on va dire. Je t'ai pas posé la question et je te la poserai pas, mais avant Chantilly, entre le bac et Chantilly, Il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. mais il y a eu beaucoup d'années. Bah, j'ai démarré à 24 ans. Oh, t'as démarré à 24. Voilà. Ok. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un job purement alimentaire dans une boîte à Aix qui faisait des éclairages et moi, j'étais au montage à l'atelier. Et d'ailleurs, fun fact, mon ancien boss est venu visiter Chantilly Biscuit il y a genre 2 semaines. Ah, J'avais pas revu depuis. Et ma boîte est plus grosse que la sienne maintenant. C'est une victoire. Ouais. Bah, non, c'est pas une victoire, mais c'est un truc assez ouf, quoi. Ouais. C'est là où tu te dis c'est magique. C'est marrant parce que ce que tu me décris là en 2013, c'est cool, c'est plus possible aujourd'hui. Non, Alors, et puis, c'était en même un peu le temps, début de personne ne le l'influence ferait comme et ça de- parce que maintenant t'as tellement d'outils, t'as tellement de techniques. Le truc Non. un peu par hasard, j'ai l'impression que c'est moins probable. Non, mais et même sur l'influence. Enfin, tu vois, Ah oui. elle est pas née en 2013, l'influence existait déjà. Ah, mais c'est mais sûr. aujourd'hui, de prendre une dizaine de blogueuses ou C'est de sûr, moi blogueurs et c'était les plus d'envoyer grosses en plus. Ouais. Enfin, c'était, ouais. Et il y en a à qui on a continué de bosser, que je recroise, machin, où t'as vraiment un lien qui s'est créé quoi, depuis 10 ans. Donc, il se passe 3 ans entre 2013, les premiers biscuits, et 2016, les premières machines, c'est Ouais. ça hein avant d'avoir ces premières machines, t'en étais où en termes de taille, de C'est passé chiffres des choses. Donc je fais pendant 2 ans les biscuits à la main dans mon appart et au bout d'un moment je commence à avoir trop de commandes et je me dis si ça continue à grandir je sais pas comment je vais faire. Et moi j'ai jamais voulu freiner le truc. Moi mon but c'est d'aller toujours le plus loin possible. Et à ce moment-là, vu que je sais pas comment structurer la boîte, je m'associe à 2 mecs plutôt profil finance qui m'aident justement à faire tous les dossiers pour avoir des prêts d'honneur, subventions pour pouvoir acheter des machines, etc. 2 gars et Ouais. tu t'associes avec eux. Ouais. Ils rentrent au capital. Oui. Ils mettent de l'argent. Non, enfin très très peu. Ils sont toujours là. Ils ont toujours des parts, mais ils se sont fait diluer parce que au bout d'un an, on s'entendait plus. Ok. Ça, je l'ai raconté en détail chez Mathieu. Ok. Et ben je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à écouter l'épisode Mais pour ils ont été hyper utiles parce que moi, toute seule, je savais pas comment faire, comment tu recrutes, comment c'est quoi comment ça se passe. Je serais jamais allée voir une banque, rien du tout quoi. Et même quand on allait voir les mecs qui vendent les machines de biscuits. Je revois la scène, je trouve un distributeur de machines de biscuiterie à Aix, j'y vais, je lui explique mon concept, et le mec me dit, mais ce que tu fais, ça n'existe pas, il n'y a pas de machine qui permet de le faire, c'est pas possible, tu peux pas en fait, il n'y a pas de machine, je sais pas comment tu peux faire, laisse tomber quoi, continue de les faire avec ton rouleau à pâtisserie. Moi j'étais là, mais attendez, moi j'ai des commandes, c'est pas possible, machin. Et non, mais je vois pas. Et le mec il a été hyper cool parce qu'il m'a laissé plein de fois tester les machines chez lui, on faisait des recettes, machin. Et au bout d'un moment, rien ne marchait. Je me suis dit, bon, de toute façon, on va acheter parce que on n'a pas le choix quoi. Et donc on a acheté au pif. Enfin, ce qui nous paraissait le mieux avec nos 0 connaissances en agroalimentaire. Et puis après, on s'est débrouillé pour faire marcher le truc, quoi. Mais c'était vraiment un gros pari. Et je me rappelle, on se fait livrer les machines. Donc la machine qui coûte 45 000 € qui arrive. La machine, t'es censé mettre la pâte dedans et ça sort les biscuits découpés, etc. Rien ne marchait. Je disais, mais c'est pas possible. Bah, en fait, alors... c'est pour ça que ça n'existait pas, parce que ça ne marche pas dans les machines. J'avais eu Attends, avec qui? C'est avec Le Beauté. Avec Le Beauté, je crois qu'on a eu une discussion similaire sur des machines pour imprimer sur mesure les sachets. En fait, ça n'existait pas, fallait le faire à la mano. Enfin, il y avait... Je crois qu'il avait fait venir une machine d'Asie qu'il avait trouvée pendant ses recherches, qui avait coûté une fortune et qui arrive et qui, déjà, 1, faut la monter et 2, elle marchait pas. Ah oui, non, c'est un nouveau monde, les machines, etc. Mais vous en sortez quand même. Oui, maintenant c'est la folie. Non, mais 2016... Bah, en fait,
Ce que je fais, c'est que j'achète les machines et je me dis de toute façon, il n'y a pas le choix que ça marche et on va continuer de personnaliser à la main vu que la partie personnalisation, elle n'est pas faisable. Maintenant, on est en train de bosser dessus, mais. Et en fait, quand je voyais que j'arrivais pas à sortir les biscuits de la machine, à un moment donné, j'ai fait appel à une meuf qui fait de l'optimisation en usine, agroalimentaire, spécialisée dans les biscuits, etc., qui est venue pendant 2 jours. Il y a ça en France. Il y a un métier comme ça en oui, France. Spécialiste de la pâte à biscuits. c'est elle. Et elle m'envoie encore des messages de temps en temps, même tu vois, quand on a une question, parce que c'est vraiment c'est de la chimie, hein, et parfois tu as des phénomènes qui se passent, tu sais pas pourquoi, ça se tire une balle parfois. Et elle est venue pendant 2 jours pour nous aider à trouver le process pour que ça sorte de la machine, sachant que moi je voulais faire aucun compromis sur le goût ni sur les ingrédients, tu vois. Le mec qui me vendait la machine, ah oui, mais il faut réduire le beurre, oui, mais du coup, moi le goût, ça va pas, j'ai pas envie de mettre d'ingrédients naturels, d'ingrédients artificiels. Et au final, elle a réussi à trouver le process. Pour que les biscuits sortent, qu'ils soient beaux, qu'ils soient bons, et c'était encore plus beau et meilleur que ce qu'on faisait à la main, quoi. Et personnalisé. Ah bah bien sûr. Moi, il faut que le texte soit ultra lisible, tu vois. Il faut pas que ce soit craquelé, machin. C'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais ça doit être un enfer. Ah bah ça a été hyper compliqué. Et en fait, on a optimisé au fur et à mesure. Et même quand on a sorti la gamme salée en 2019, on n'a pas réussi à trouver la recette nous. On a fait refaire venir quelqu'un qui avait resté une journée. Tu fais 15 tests de recettes parce que la meuf, elle sait dire cet ingrédient, ça peut faire cet effet-là à telle à la place du sucre. okay. Voilà, et ça c'est naturel, ça machin, tel dosage. Et maintenant, je pense qu'on est capable de... Toutes les recettes sucrées, on est capable de les créer nous, même les salées, maintenant qu'on a plus ou moins la base. Et maintenant, on arrive à savoir si tu sors les biscuits du four et que ça fait cet effet-là, c'est à cause de ce phénomène. Tu vois, c'est la température de l'eau, on a la farine, on a une recette été, une recette hiver. Enfin, c'est vraiment... Parce que la température... C'est ultra... c'est de la précision de malade. L'humidité de la pièce, l'hiver, tu vois, c'est pas les mêmes blés que l'été, je sais pas quoi. Si j'avais su tout ça, je serais jamais allée. Bon, ça fait 10 ans et ça marche bien, donc c'est plutôt cool. Donc tes 2 associés, vous passez une année ensemble et puis ensuite... Après, voilà, on s'entend plus, machin. Et je rachète 3/4 de leur part. Donc, ils ont toujours des parts, mais je reprends la direction, on va dire, quoi. Et ils sortent... Enfin, ça, c'est début 2017. Et c'est vraiment l'été 2017 où Chanty Biscuit a vraiment décollé, quoi. Raconte-moi. La situation avant l'été et qu'est-ce qui... Donc, avant l'été, Chanty Biscuit, j'ai 2 salariés en prod. Donc on est 3, eux elles font les biscuits, moi je fais tout le reste, je récupère la demande entrante, les clients, les factures, les photos, les courses, tout quoi. Les photos des photos sur Instagram. Oui, d'accord. Enfin, je fais tout quoi. Les clients, etc. On a eu plusieurs choses en même temps qui ont fait que ça a décollé. Déjà, on a eu un gros client Frischti qui nous a pris des milliers et des milliers de commandes dès quasiment leur démarrage, donc on a suivi leur croissance. Et comme il est distribué dans Paris, en fait, t'avais des gens qui recevaient des biscuits et qui nous découvraient grâce à eux. Plus, c'est là où l'Instagram... Il les mettait gratuitement dans le... Ouais, ça, c'était en... les offrait. Je m'en souviens, ouais. Donc, t'avais un biscuit à ta première commande, un biscuit au bout de 5 commandes. Si t'avais un problème dans ta commande, ils t'ont envoyé des biscuits pour te faire pardonner. Tous les marronniers, il y avait des biscuits. Fête des mères, il y avait des biscuits. 1er mai, il y avait des biscuits, etc. Et plus, c'est là où j'ai trouvé ma patte sur Instagram. Donc, le compte Instagram a commencé à décoller. On a commencé à avoir de la presse, des gens qui parlent de nous. Et en fait, ça fait un peu une accumulation de plein de choses, quoi. Mais c'est surtout Instagram. Et c'est là où j'ai refait le site, on est passé sur Shopify, etc., quoi. Ok. Le site, pardon, tu l'avais fait donc avec le futur mari à l'époque de ta meilleure amie. Et là, sur Shopify Là, je suis passée par une agence parce que du coup, le site était bien, mais même le logo, etc., c'était très basique. J'aimais plus trop. Et je me suis dit, ok, maintenant, je reprends les choses en main. Enfin, tu vois, les associés sont partis. C'est quoi Chanty Biscuit? Maintenant on a les moyens de payer un site. Et donc, on me recommande une agence. Et donc, je leur dis, vous refaites tout, le logo, la charte graphique, le site, on remet tout à plat. Voilà. Et tu leur donnes un brief? Oui, après, à l'époque, il n'y avait pas vraiment... Chanty Biscuit n'avait pas vraiment d'ADN, si ce n'est on fait des biscuits personnalisés, tu vois. Qu'aujourd'hui, là, on est sur un rebranding parce que maintenant, on a le ton de la marque, on sait c'est quoi, le petit côté rock, etc. Et à l'époque, c'était, voilà, on fait des biscuits personnalisés. Il faut que les gens ils puissent taper leur message sur le site. Et voilà, quoi. Moi, je me suis laissé guider dans le truc. Mais au final, ils ont fait un super truc qui fonctionne très bien. Et qui fonctionne encore 6 ans après. Ah oui. Ouais. Attends, je reviens sur...
Frishti, c'est ça l'accélération? Bah, ça faisait Tu l'attribues partie à entre ça, ça et Instagram parce que, Ouais. en fait, c'était l'effet boule de neige. Plus t'as de commandes, plus t'as de commandes. Parce que les gens, ils distribuent, ils les connaissent. Donc, chaque année, t'as de nouvelles personnes qui découvrent avec les mariages, les événements. Et c'est sûr que quand t'as quelqu'un qui distribue en masse des biscuits à exactement ta cible, bah, ça crée plein de choses. C'est ouf ce que tu viens de dire. C'est tout con. Mais plus il y a de commandes, plus il y a de commandes. Bah ouais, parce que nous, C'est plus presque, les gens c'est les presque les distribuent. inconnus, ça. Non, mais pas de bons et mauvais chasseurs. Non, mais C'est ça. plus il y a de commandes, plus il y a de commandes. C'est très très vrai. Chantier philosophe à ses heures perdues. Non, mais c'est cool, mes chères auditrices, chers auditeurs, dans le choix des produits que vous lancez, c'est vrai que le côté de transformer chaque destinataire de ton produit en ambassadeur de ta marque, Bah, c'est le côté cadeau. bon, tu l'as un peu partout, mais c'est vrai, c'est le côté cadeau qui Bah, fait ça. c'est le fait que les gens l'offrent. Ouais. Donc, en fait, la personne qui l'achète, c'est pas la personne qui va l'utiliser. Enfin, elle va l'utiliser parce qu'elle va l'offrir et c'est l'acte d'offrir qu'on vend, mais c'est pas elle qui va les manger. Moi, je dis toujours, les gens n'achètent pas les biscuits pour les manger, ils achètent pour les offrir. Et il y a plein de gens qui commandent nos biscuits qui ne les ont jamais goûtés parce qu'ils offrent le coffret. Et les mariages, c'est formidable pour ça. T'as continué de pousser sur cette. Ah oui, on fait toujours. Hein. Et cette année encore plus, vu que pendant 2 ans il n'a pas trop eu, là c'est la folie. Ça rattrape. Mm. Bah, surtout que bon, on en parlera peut-être un peu plus tard si tu l'acceptes, mais l'univers du cadeau, un peu personnalisé, il y a un creux de vague après le Covid. Enfin, je sais pas si toi tu l'as connu, je sais que c'est arrivé à d'autres. Après le Covid. Mais on en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Tu trouves ta patte sur Instagram, t'as des machines et tu peux produire plus rapidement. Tu fais ce gros partenariat avec Frishti. Comment tu l'as signé? Tu connaissais Julia Bijawi, Mais la pas du fondatrice, tout, c'était incroyable. En fait, ou elle a vu tes biscuits à un mariage? Presque. En fait, j'avais fait un petit salon du mariage, genre de salon de créateurs en 2014 à Aix. Et du coup, forcément, je sympathise avec toutes les filles du salon. Et il y a une fille qui faisait des robes de mariée et qui faisait l'inauguration de son showroom pas longtemps après. Je lui avais dit, bah, je t'offre les biscuits pour ton inauguration. Donc, je lui offre les biscuits. Elle fait un post Insta. Une fille chez Frishti prépare son mariage. Donc, tombe sur le post et me contacte comme ça parce qu'elle a vu les biscuits. Et c'est comme ça que qu'ils m'ont connu. Et du coup, vous parlez et tu leur proposes l'idée créative, tu vois, de mettre un petit biscuit dans chaque. Eux, ils avaient déjà un biscuit qu'ils mettaient en cadeau dans les commandes, sauf que c'est un truc qu'ils voulaient plus faire eux-mêmes parce que c'est un autre métier et quand tu arrives sur des volumes, c'est plus pareil. Et quand ils ont vu, ben, ça a fait connexion. On essaye dans le panier, chers auditrices, chers auditeurs, vous savez, hein, de trouver toutes les meilleures recettes pour réussir, mais il y en a une dont on a. Enfin, qui existe, mais c'est l'alignement d'étoiles. Et qu'elle, on ne peut pas. Enfin, tu vois, ce oui. genre de choses. C'est Ouais, ouf. Dans l'entrepreneuriat, la part de chance. Le nombre de fois où j'ai eu des choses comme ça parce que j'ai donné des biscuits à quelqu'un, en fait, ça part quand même de ça. En général, c'est vraiment désintéressé. Tu vois, j'ai pas fait en mode tu postes sur Insta par contre. C'est vas-y, moi, ça me fait plaisir. T'es sympa. Et derrière, t'as un truc qui t'arrive. Et parfois, j'ai des trucs qui m'arrivent, mais 4 ans après, des trucs comme ça. Tu vois, ah, j'avais eu un biscuit, machin. C'est vrai ouf. Tu fais les mariages, mais les mariages, il y a une saisonnalité. Est-ce qu'à cette époque, tu testes d'autres choses? Alors, je sais pas, il y a évidemment les marronniers de l'année. Alors, moi, quand j'ai démarré, c'était vraiment B2C. Tu vois, je n'ai même pas pensé qu'une entreprise pouvait commander les biscuits. Moi, c'était vraiment, c'est du cadeau. Donc, forcément, tu as la saisonnalité. Ben, nous, on a un truc très saisonnier. Hein. Tu as la saisonnalité mariage-baptême entre avril et septembre. Après, tu as un énorme pic à Noël. Plus Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. C'est les gros temps forts du côté cadeau B2C. Et après, à côté de ça, on a rajouté les entreprises pour qui lissent un peu justement le truc. Mais à la base, moi, j'avais même pas pensé que l'entreprise pouvait commander. Hein. Et en fait, parfois, c'est les commandes qu'on a qui nous font penser ah, c'est vrai que pour ça, on pourrait commander les biscuits. Tu vois, là, on a lancé les sucettes personnalisées. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé la personnalisation avec un QR code. On s'est dit, mais c'est vrai qu'on pourrait faire le QR code. Vas-y, on fait une newsletter. T'as déjà essayé de faire un QR code sur un biscuit? Bah, C'est impossible, ça. Nous l'ont déjà demandé, mais non, on peut pas. Ouais. Trop fin. Vous êtes 3 début 2017, c'est ça, courant 2017, avant cette accélération ouais, à forte, ce moment-là, juillet 2017, j'ai 4 salariés en prod. Et à ce moment-là, est-ce que tu as déjà fait de l'achat média? Tu as dépensé de l'argent pour la pub? Je crois que jusqu'à 2018, j'ai pas dépensé en marketing. C'est beau. Voilà. Mes seuls trucs, c'était mes petits accessoires de déco pour mes photos Instagram. Mais en même temps, en fait, on aurait pu pousser, mais comme j'étais toute seule et que la prod saturait, j'avais aussi toujours ce truc de... bon, déjà, j'avais pas vraiment d'outils, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire, et le fait qu'on était toujours ultra limité par la prod,
Et à partir de... Ouais, en 2017, on a fait construire un truc sur mesure qui personnalise, qui tamponne les biscuits à notre place pour les commandes à partir de 500 biscuits. Et en fait, c'est ce qui nous a débloqué Frishti. Et à partir du moment où on a eu ça, ça nous a aussi désaturé la prod. Qu'avant, quand tu faisais les dizaines de milliers de biscuits pour Frishti tamponnés à la main, t'avais plus trop le temps d'aller chercher d'autres clients. Sinon, ça passe plus. Mais ta machine, elle te sort les biscuits, il faut quand même les tamponner, c'est ça? Et ensuite, ils passent en cuisson. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, si tu commandes moins de 400 biscuits, c'est quelqu'un qui va tamponner à la main. Ok. Ce que t'as là, c'est quelqu'un qui a tamponné à la main. Ce que j'ai là, parce que je trouve qu'il m'a... Et là, on est en train justement de faire, de créer un truc pour qu'il y ait plus ce truc à la main. Tu as des talents en conception-rédaction, je trouve. Tes textes sont fun. Est-ce que tu t'es un moment posé la question d'écrire des textes sur des biscuits pour les distribuer, tu vois, prêts à l'emploi et disponibles en magasin? Non, par contre, on a commencé à faire des offres à partir de 2020. Enfin, ça, c'est un peu né du Covid. Des coffrets avec des messages tout faits. Ok. Même un peu avant, je pense. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'idée et qui veulent un truc, tu cliques, t'achètes. Et du coup, là, c'est nous qui créons l'offre avec un packaging qui va avec pour te proposer une occasion d'achat. Et même des trucs hors saison, tu vois. Pas que des occasions bonne fête maman, machin, mais des trucs que tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça, je pourrais l'offrir à quelqu'un. Même si c'est pas son anniversaire, tu vois. C'est quoi les messages les plus what the fuck et inavouables au micro, mais tu vas le faire du coup? Inavouable au micro. Alors, on a un biscuit qui a marqué l'histoire de Chantilly Biscuit et qui m'a donné un peu l'idée de ce que je voulais faire sur Instagram. C'était le biscuit Je te quitte connard, qui est notre biscuit iconique, encore aujourd'hui. Que je peux trouver dans la boutique? Non, il y est pas. Bon, après, ça, c'est un truc ultra niche. En fait, ça, c'est le genre de biscuit que tu peux faire sur Instagram, mais ça sert à rien de faire une offre sur ça parce que qui va l'acheter, voilà. En fait, c'est ça le problème. Enfin, le truc compliqué quand tu vends du cadeau, c'est que tu peux pas tout vendre parce qu'il faut que les gens aient une occasion de l'offrir. Surtout quand ça coûte un peu cher. Je te quitte connard, ça se trouve comme occasion. On a des gens qui se sont fait larguer avec des biscuits, mais ce n'est pas la majorité des commandes. Cool, je reviens en 2017 du coup, grosse accélération, tu trouves ta patte et ton style sur Insta, gros là, beau pic de notoriété presse, avec médias, etc. avec Frishti. C'est quoi ta capacité de production à ce moment-là? Tu t'en souviens? Je sais plus. C'est une bonne question parce que ça a changé. Parce que tu me dis que ce qui bloquait ta prod, c'était de pouvoir tamponner plus de 400 mais je sais plus à combien on était limité. Okay. Mais ça devait pas être beaucoup, hein. Ça devait être peut-être 2000 biscuits par jour. Je sais pas. Tu comptes vraiment l'emballage, etc. Parce que peut-être plus. Et vous étiez par là, donc, je pense qu'ils étaient 4. Ok. Je t'ai pas posé une question importante. Combien ça coûte? Les biscuits? Ouais. C'est 25 € les 20. 25 € les 20. Ouais. Donc 1,10 €, 1,20 €, 1,15 €. 1,25 € et à partir de 100 biscuits, c'est dégressif. Ok. Voilà. Et après, ça peut descendre. Si t'en prends 30 000, forcément, tu vas pas les payer 1,25 €. 1,25 € le biscuit et ça a toujours été le prix? Non, ça a fluctué. À la hausse, à la baisse, comment est-ce que tu as testé les deux. Quand j'ai démarré, on avait beaucoup plus de parfums de biscuits. J'avais mis des prix différents selon les parfums. À un moment donné, on s'est dit, mais c'est débile, on va faire un prix, machin. En fait, même la grille tarifaire a changé. Parce qu'avant, c'était dégressif. Tu avais des tranches de 50, 80, 100, 120. À un moment donné, on a fait, ouais, on va arrêter les mini-tranches. Et je pense que sur le site, ça fait 3 ans que ça change plus. Enfin, le 1,25 €, ouais, allez, depuis 2018, il est là, c'est bon. Mais ça a dû fluctuer entre 1,10 € et 1,50 €, je pense. Parce que même avant, selon le type d'emballage, je mets un supplément, etc. J'essaye de m'embarquer dans des trucs. Je fais, ok, on va faire du simple maintenant. Et t'as du repeat? On a de plus en plus. Sur du cadeau, du coup, parce que se marier, on le fait en général. On a de plus en plus. En fait, le fait qu'on ait agrandi la gamme et qu'on ait plein de petites boîtes sur plein d'occasions différentes et plein de nouveaux produits, ça a permis la fidélisation. Parce que sinon, quand tu es sur du cadeau, une fois que tu l'as fait à une fête des mères, à la fête des mères d'après, tu veux faire autre chose. Et donc, on sait que de nature, on n'a pas un produit où on a beaucoup de fidélisation. Et pendant très longtemps, j'étais là, il faut qu'on craque le truc, il faut qu'on arrive à trouver un moyen. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est peut-être juste qu'on est un truc où il n'y a pas de fidélisation ou très peu, tu vois. Et si tu as quelqu'un qui commande, un B2C qui commande 3 fois dans l'année, c'est un bon client, tu vois. Sur quel type de panier moyen?
Sur le site, on est autour de 63 €, je crois, un truc comme ça. Ok. Un client qui commande 3 fois dans l'année est un bon client. C'est bien, un client qui commande 3 fois dans l'année en même temps. Et Après, qui on a de la 200 balles. fidélisation sur parfois du très long terme. Tu vois, tu as des gens qui vont commander pour le mariage, le baptême, l'anniversaire de l'enfant. C'est vrai, hein. Et il y en a où on suit tous leurs événements. Tous leurs événements, il y a des chantiers biscuits. Mais du coup, c'est du très très long terme, quoi. C'est cool. Ok, tu as levé des fonds Ouais, en 2018. en 2018. Donc, ça fait quoi? Ça fait 5 ans après le lancement. Pourquoi? Parce que fin 2017, je commence à avoir beaucoup de clients hôtels qui me disent on adore ton biscuit, il le donne en cadeau dans les chambres, mais on voudrait le donner en accompagnement café. Sauf qu'il est trop gros, il est trop cher, il rentre pas dans la tasse, il faudrait un plus petit. Et moi, j'avais pas la place de rentrer de nouvelles machines où on était, donc je leur dis bah non, on peut pas le faire. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon bah en fait on va le faire. Et je suis allée voir la banque pour financer une nouvelle machine, etc. Ils me suivaient pas. Je fais bah levée de fonds. Pourquoi tu y vas pas? La boîte marchait bien? À l'époque, 2017, j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Sachant qu'on a toujours été rentable, en croissance, etc. Mais non, la banque m'avait dit on ne croit pas en votre business plan, ce n'est juste pas crédible. On n'y croit pas. Et crois-moi que maintenant, il m'appelle. Comme le mec qui me vend les machines. C'est marrant, t'as plusieurs banques? T'es allé voir plusieurs banques, j'imagine? Je crois que je suis allée voir 2. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est bon. En même temps, à l'époque, j'étais allée voir juste pour acheter une machine, mais en fait, il fallait beaucoup plus que ça, parce que là, il fallait un grand local, il fallait faire les travaux, et je me suis dit, on redéménage pas tous les ans. Et là, on fait un truc, on le met aux normes, le sol, les murs, toutes les normes alimentaires. Et donc, au final, c'est gros budget, quoi. Sachant que moi, j'y connaissais rien, donc j'ai validé les devis un peu à l'aveugle. Ok, moi, mon but, c'est que ça se construise vite. Allez-y. La cliente parfaite. Comme avec ton. Mais genre, mettez la pression sur le délai, moi, juste, c'est tout. Et donc, t'as levé des fonds, billets, VC? Business Angel, et on a couplé à Banque et BPI. Ok. Juste, donc, pardon. T'as le bac, tu travailles dans cette boîte qui fait des éclairages. Tu lances Chanty Biscuit. T'as dû apprendre sur le tas un max de trucs, oui. Mais tu as eu d'autres sources de formation. Tu rencontres des entrepreneurs, tu t'apprends sur YouTube. J'ai pas fait de formation, je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts, mais j'ai pas vraiment fait de formation technique. Par contre, j'adore apprendre, j'adore qu'on m'explique les trucs et j'adore comprendre comment ça marche. Tu vois. Même toute la levée de fonds, machin, c'est génial. Enfin, tu vois, j'adore, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Et tu l'as fait toi-même la levée de fonds? Non, j'ai été accompagné par des leveurs de fonds. Ouais. Ok. Tu peux donner leur nom? Ah oui, David Larocque et Grégory Edberg de Leuven. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à eux. Et donc là, on est en 2018-2019, ça te permet une accélération. Il s'est passé 5-6 ans depuis le lancement de ta boîte. Juste, si on prend un peu de hauteur et de recul sur ces 5 premières années d'un point de vue e-com et développement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment, plus vite, mieux? Ah oui, on peut toujours faire différemment, mieux et plus vite. Je pense que un des points faibles que j'ai de manière générale et que j'ai encore, c'est que j'ai pas un ADN sales. Tu vois, moi je suis très marketing et la vente n'est pas dans. Tu vois, je suis pas. Tu vois, on a recruté nos premiers sales en 2019. Tu vois. Et en fait, on n'a jamais été dans ce truc de allez, on va chercher des clients, machin. Moi, c'est très. Ce qui me plaît, c'est le branding, la créativité, la com, machin. Et du coup, je pense qu'à refaire, j'aurais mis une plus grosse équipe, une équipe sales dès le début. En mode, maintenant, on va chercher des clients et derrière, on se démerde pour produire. Les sales, on est d'accord que c'est des mecs que tu mets sur du B2B. B2B, exactement. Ouais. Et à partir de quand tu développes le B2B? En fait, donc, on lève 2018. Ouais. On s'installe dans le nouvel atelier octobre 2018. Le temps de mettre toutes les process en place, recevoir les machines, que ça marche. Janvier 2019, tout est opérationnel. Et donc là, pour la première fois, on se retrouve dans le truc inverse. Alors qu'avant, c'était on a trop de commandes, on ne peut pas produire. Et maintenant, on peut produire. Il faut remplir la prod. Parce que la prod maintenant est vide. Et donc, c'est là où on a recruté. Le tuyau est gros, mais il n'y a rien qui passe. Ouais, exactement. Okay. Ça passait, mais du coup, on avait beaucoup plus de capacité. Donc, c'est, tu m'as dit, 2019? Ouais, voilà, 2019, on a recruté.
que tu recrutes tes premiers sales. T'attaques quoi comme boîte? Comment est-ce que tu mets en place ta strat? Comment est-ce que eux mettent en place C'est assez compliqué parce que nous, tout le monde peut acheter des chantiers de biscuits. Donc en fait, tu peux facilement partir dans tous les sens. T'as autant des gens en RH qu'en management, qu'en com, qu'en RP, qui commandent pour plein d'occasions différentes. Et donc avec la levée de fonds, je recrute un DG et un directeur marketing / sales. Et c'est lui qui gérait le truc, quoi. Ok. Un DG. Ouais. Parce que, donc là, je me retrouve avec l'argent des investisseurs. Et moi, avant, je ne gérais rien. Enfin, je pouvais à peine dire le chiffre d'affaires. Tu vois, moi, c'était en mode, il faut livrer les clients, c'est tout ce qui compte. Derrière les chiffres, l'expert comptable se débrouillera. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut cadrer le truc. Tu vois, les dépenses, machin. Il faut structurer la boîte, quoi. Au-delà des chiffres, mais même structurer l'équipe, etc. Et donc là, je recrute. À la base, je recrute en COO et je le fais passer DG. tu m'as dit que tu faisais 500K avant la levée, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Tu recrutes un COO et tu le fais passer DG. Ouais. Il prend du capital? Il prend un BSPCE. Ok. Tu files un peu les rênes là, de ton bébé. Ouais. Tu le fais consciemment, poussé par les investisseurs? Non, pas du tout poussé par les investisseurs. C'était plus moi de me dire, ok, moi il y a plein de trucs, j'ai pas envie de m'en occuper, et je suis pas forte. En vrai, moi là où je suis forte, c'est le marketing, la création des produits, etc., le storytelling, etc. Mais pas gérer les process, la prod, les machines, les chiffres, les achats, ça sert à rien. Moi, j'ai tendance, et j'ai fait 2 fois l'erreur, à faire confiance trop vite et dire, tu vois, comme avec mes associés, ok, prenez autant de parts que vous voulez, tant que ça m'aide, en fait. Et moi, je me suis toujours dit, je suis prête à payer cher et donner beaucoup de parts si derrière, le truc avance et si j'arrive là où je veux aller, tu vois. Mais en fait, c'était quand même cool parce que, en fait, ça m'a laissé pendant 2 ans la liberté de créer et même du temps. Qu'avant, j'avais plus de temps. Et là, je me dis, ok, maintenant, je sais que derrière, ça tourne. C'est lui qui s'en occupe. Il gère la prod, machin. Moi, je peux être à Paris, je peux aller voir les clients, je peux aller faire les événements, etc. J'ai du temps pour avoir des idées, pour créer. On peut faire des trucs beaucoup plus poussés, machin. Mais c'est sûr que j'ai plus la maîtrise de tout. En tout cas, il doit y avoir un accord ou une... Et oui. Ok. C'est intéressant. Tu communiques sur ton chiffre aujourd'hui? Non. Ok. Parce que je me fais copier de tous les côtés. Ouais. Alors maintenant, il y a des trucs que je dis plus. Donc, on était. Tu vois, c'est comme personne ne rentre dans la prod. Tu vois, personne n'a le droit de rentrer, mes potes ne rentrent pas, les journalistes ne rentrent pas, parce que ce qu'on a fait, c'est aussi la valeur, et je suis copié partout. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as l'idée quand on t'offre un kit de cuisine, c'est ça? Il y en a sur le marché à l'époque? Ah oui, mais il y en a encore. Non, mais il y en a. Ne parlons pas de cuisine, des biscuits personnalisés. Ce qui existait, c'était les biscuits avec la pâte à sucre. Je sais pas si tu vois. Ouais. Là où il y en a qui font vraiment des œuvres d'art avec de la couleur, etc. Donc ça existait. Il y en a qui faisaient les biscuits avec des messages en marge de biscuits en pâte à sucre, mais le concept tel que je l'ai fait, il n'existait pas. Ok. Je sais pas si on l'a dit pendant l'enregistrement ou avant, parce qu'on n'a pas poté voyage beaucoup, mais t'es installé à Aix et t'es installé à Aix depuis le départ, c'est ça? Oui. On est très fort sur la pâte à sucre en Alsace d'ailleurs, parce qu'on partage quelques. Mais donc, pas de concurrence directe à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a. Partout. Ouais. J'ai les copycats. Mais c'est aussi pour ça que l'enjeu, c'est de créer une marque forte pour que les gens, ils veulent pas forcément des biscuits personnalisés, mais ils veulent des chantiers biscuits. Et je dis toujours, même, peut-être que les gens peuvent faire des biscuits, mais il n'y a qu'une biscuine. Le biscuine. Comment tu le vis, l'arrivée de concurrents? Au début, très mal. En fait, tu te dis, toutes leurs commandes sont censées être les miennes, machin, c'est du vol. En plus, c'était vraiment des copycats. Tu vois, notre biscuit iconique, c'était Je te quitte connard. Ils faisaient des pubs avec Je te quitte bâtard. Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ça, quoi. Donc, tout ce que j'ai fait, et toutes nos boîtes, c'est leur boîte. Enfin, horrible. Et un jour, je me suis dit, j'arrête de regarder, en fait. Je bloque tout. Personne dans la boîte n'a le droit de m'en parler. Tout le monde sait, en fait, il faut pas m'en parler. Et parce que je veux pas être influencé par ce qu'ils font, je veux faire mon truc. Et je veux pas que ça me mette vraiment des bad vibes toute la journée. Ouais, putain, ils nous ont copié, machin. Non, on fait notre truc, je regarde pas et advienne que pourra. Il y a eu du légal à un moment ou pas? De eux vers toi ou de toi vers eux? Non, moi, à un moment donné, on a envoyé des petites lettres. Après, ils ont répondu, on a le droit. Après, mes avocats, ils m'ont dit, si tu veux, on les attaque. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps à ça? Non. Je me dis peut-être un jour, je prendrai une stagiaire, ce sera ta mission. Mais moi, non, ma valeur, elle est ailleurs, quoi.
Il y a un grand patron de la tech en France qui est un ayatollah sur sa marque et qui a des cabinets entiers qui ne font que ça, défendre, attaquer, quoi. Je dirais pas son nom, mais je fais partie des attaqués. Intéressant. Et du coup, ton conseil, parce que ça arrive à plein de gens, tu vois. Il y a plein d'entrepreneurs. Moi, j'ai plein de gens qui viennent m'en parler parce que du coup, tout le monde sait que je me fais copier. Les gens le voient sur Insta. Donc, il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Genre, comment tu fais? Qu'est-ce que tu conseilles? Et ton conseil? Moi, je le vis comme ça. Moi, j'en parle jamais déjà sur Insta. Tu vois, j'ai pas envie de pointer le doigt, de dire, ils font ça. De la com générale Chantilly Biscuit, on n'en parle pas, tu vois. C'est pas notre problème. Je veux pas les mettre eux en avant. Et moi, je me dis, je trace ma route et un jour, c'est sûr que j'attaquerai. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Choisir ses batailles. Bah oui. Et se concentrer sur ce qui compte. Et de prendre de l'avance, en fait. Okay. Mon but, c'est de prendre de plus en plus d'avance et d'avoir la marque la plus différenciante possible pour que les gens... Et c'est ça aussi, d'avoir une love brand, c'est que les gens, ils aiment Chantilly Biscuit et ils veulent Chantilly Biscuit. C'est quoi Après, pas tout le monde nous connaît non plus, mais... C'est quoi les ingrédients d'une love brand? Les ingrédients d'une love brand, je pense que pour nous, t'as forcément le concept que les gens aiment, mais c'est l'attachement à nos valeurs et à notre état d'esprit sur Insta. Je pense que c'est ça que les gens aiment, tu vois, c'est... les gens qui adorent le plus Chantilly Biscuit, c'est forcément les gens qui suivent sur Insta. Parce t'es dans l'histoire, t'as le contact avec les personnes, tu vois le ton, la marque, ce qu'on fait. Et il y a un vrai attachement autant sur l'effet que les biscuits peuvent faire que de la marque en général, autant dans nos OP qui sont toujours un peu surprenantes, où tu te dis mais c'est génial. Ils sont complètement fous chez Chantilly Biscuit. Vous êtes combien aujourd'hui? Donc on était en 2017-2018, tu fais 500K à peu près avant ta levée de fonds. On est 4 ans plus tard, tu fais beaucoup plus. Je fais plus, oui. Tu fais plus. C'est quoi le tableau de la société aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 17-18, je pense, dont plus de la moitié en prod, comme toujours. Toujours dans le sud. On vend quasiment 50-50 B2C, B2B. Toujours online. On s'est diversifié. On fait plus que des biscuits. L'année dernière, on a lancé une gamme de thé à message. Là, on a lancé les sucettes personnalisées. Et à la fin de l'année, on va lancer d'autres produits à grosse avant-première qui ne seront pas food. Parce que pour moi, Chantilly Biscuit n'est pas une marque food. C'est quoi Chantilly Biscuit? C'est du cadeau. C'est une marque cadeau. C'est du cadeau avec le truc biscuit. C'est le côté biscuit personnalisation qui relie tout ce qu'on fait. Enfin, vraiment biscuit, tu vois. C'est le côté biscuit ou personnalisation qui relie? Alors, en fait, j'ai envie de... En temps normal, je dirais biscuit, mais comme on a les sucettes... sur les sucettes, ça marche pas. Mais sinon c'est biscuit. Ok, des sucettes avec des QR codes, on l'a appris tout à l'heure. Donc 17-18 personnes, toujours dans le sud, 50% B2C, 50% B2B, toujours à 99% on n'a pas de revendeurs. En digital. Très peu, là, on commence, mais... Une diversification de produits qui a eu lieu, du coup, au cours des 4 dernières années, c'est ça? 2 dernières années, même. Les 2 dernières années. C'est 2021, le thé, ouais. Le thé 2021. Ouais. Alors, j'ai noté le thé. Le thé, les sucettes et une grande inno qui n'est pas food et qui arrive d'ici la fin de l'année. Ouais. Ça fait un développement rapide, peut-être pas à marche forcée, mais entre 9 ans quand même. Non, mais sur 9 ans, mais je parle des 3 dernières années, depuis ta levée de fonds, 3-4 dernières années. Et surtout, tu passes de 3-4 personnes à 17-18 sans relever de fonds. Non. Alors que tu as toujours été rentable. Ouais. Ok. Il te reste des fonds? Ah oui, il nous reste. De ta levée, je veux dire. Oui. Ouais, après, en fait, on gagne de l'argent aussi. Ouais. Donc, et on réinvestit pas non plus. Enfin, on dépense pas des millions tous les ans, quoi. Alors, c'est une parenthèse, mais c'est des investisseurs qui investissent régulièrement dans les startups qui sont. Après, je peux dire qui c'est. Hein. Le plus connu, c'est Michael Benabou. Ok. Qui a fait vente privée. J'ai Séverine Grégoire. Pas si tu connais, qui a fait mon showroom, qui est à Marseille, donc c'est elle qui m'a le plus accompagnée, même dans l'opérationnel, etc. C'est un peu mon modèle. Je me dis, putain, je vais être Séverine. Il y a Philippe Bloch qui a monté Columbus Café. Et après, il y a d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément connus. D'accord. Je te pose la question pour la raison suivante. Alors déjà, c'est qu'est-ce qu'ils t'ont apporté et qu'est-ce que tu as appris auprès d'eux. Mais surtout, 2, les investisseurs, en général, ils aiment bien que tu dépenses leur argent quand ils investissent.
Oui, après, quand ils ont vu l'atelier de prod, ils ont vu qu'on avait dépensé quand même. Ouais. Plus les recrutements. Mais non, moi, ils suivent pas de très près non plus. Je pense que comme la boîte, elle tourne et qu'ils n'ont pas investi énormément tout ça en perso, et que la boîte n'est pas à risque, etc., et qu'ils voient qu'elle est correctement gérée, enfin, tu vois. Donc, ils ne sont pas plus derrière moi que ça. Ok. Tu distribues toujours principalement en full direct to consumer, full digital, enfin sur le web, mais tu as fait des OP physiques. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu as appris? Ouais, alors en fait, nous, au début, c'était assez compliqué vu qu'on n'avait que la personnalisation. On n'avait pas d'offre toute faite, donc on pouvait Donc pas. tu peux pas ouvrir un magasin avec des... Ah oui, même on n'avait pas des packaging adaptés. Et une machine se porte pas dans un magasin. C'est pas comme Non, une alors ça, machine c'est à le imprimer truc, des t-shirts. tout le monde me le demande, bon marché, machin, vous pouvez pas faire une animation, vous produisez sur place. Bah sinon, il faut que je déplace toute mon usine. Ouais. Je peux pas mettre, ça marche pas sinon. Donc on peut pas le faire. Ça, c'est dit, on y réfléchit. Non, en fait, à un moment donné, donc c'était le premier pop-up qu'on a fait, c'est 2019, parce que j'avais envie déjà de faire un truc pour rencontrer les gens qui nous suivaient, parce qu'on a commencé à avoir la communauté sur Insta, et de montrer aux gens c'est quoi Chantilly Biscuit en physique, tu vois, en termes d'expérience de marque, d'image, à quoi ça ressemblerait un Chantilly Store, quoi. Et donc, je suis passée par une agence, et on a fait un univers complètement immersif. À l'époque, c'était le Chantilly Motel. Et donc, tu avais l'impression de rentrer dans un motel. Il y avait trois espaces. Tu vois, on avait refait les murs, le sol, tout. Et même des gens qui sont rentrés premier degré. On peut prendre une chambre. Ouais. Après, on a rajouté un sticker sur la vitrine. Peut-être qu'on est allé trop loin dans le délire. Donc, on a fait ça. Et c'était vraiment le truc. Tu rentres chez Chantilly Biscuit dans un vrai univers. Et t'as envie de prendre des photos. Tu t'en rappelles, tu vois. Et t'as envie d'y aller juste pour voir l'intérieur. Et ça a vraiment marqué les gens. Tu l'as fait où? À Paris, dans le Marais. Ok. Pendant 10 jours, on avait fait des petites animations. Tous les 2 jours, il y avait un truc. Tu vois, il y avait à un moment donné un magicien qui faisait des tours de magie avec les biscuits. Mon tatoueur est venu tatouer. Un pâtissier est venu faire des démos avec les biscuits, etc. Donc ça, on l'a fait septembre 2019. On voulait refaire 2020, mais il y a eu le Covid, donc on n'a pas fait. Et quand on a lancé les sucettes, je me suis dit, je veux les lancer dans une OP physique parce que le produit s'y prête. Et donc, on a fait un pop-up à Aix cette fois parce que je me suis dit, là, il faut qu'on le fasse chez nous parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc à Paris, tout le monde est là, ouais, vous faites à Paris alors que vous êtes du Sud, les traîtres. Bon, on va le faire à Aix. Donc, on a fait à Aix. Surtout que pour quelqu'un d'Aix, le Nord commence à Lyon environ, non? Bah oui, non mais le Paris, Aix, enfin. Et donc, on a fait en février pour le lancement des sucettes. En plus, sur les sucettes, il y a plein de jeux de mots très fun à faire. C'était la Saint-Valentin, donc le pop-up, c'est de s'appeler Sus. Donc on a fait une énorme bouche rouge avec marqué Sus, et c'était comme si tu rentrais dans une bouche. Il y avait la langue, il y avait les dents, enfin, et tout était hyper instagrammable, avec un côté rouge, fourrure, un peu Saint-Valentin. Beaucoup de gens ne sont pas rentrés parce qu'ils pensaient que c'était un sex shop, tu vois. Donc on est allé loin dans le délire. Et là, on est en train de préparer le prochain qui sera à Paris en décembre. C'est quoi la limite? Tu te fixes la limite? Oui, on a quand même des limites dans le sens où on passe jamais dans le vulgaire ou dans la provoque. Tu vois, il y a des sujets on touche pas. Et c'est là aussi où on est très fort, je trouve, avec Chantilly Biscuit, c'est qu'on arrive à être fun et à être drôle sans jamais basculer dans le trash ou dans le glauque ou dans le... On arrive à trouver le bon équilibre, quoi. Tu vois, même les sucettes, c'était, quand tu rentrais, il y avait une énorme sucette avec marqué « Lâche-moi tranquille ». Il y avait plein de sucettes, je pense donc je suce. Mais comme c'est des sucettes, ça passe. Et on n'est jamais allé dans des trucs, même dans des sujets politiques ou des trucs comme ça, tu vois. On arrive à... Ouais, et je pense que le fait que ce soit très incarné par toi, alors vous l'avez pas en face de vous, chers auditrices, chers auditeurs, mais Chantilly, t'es fun, enfin je veux dire, t'es assez bariolé, t'as des tatouages partout. Je suis bariolé. T'es aussi rock que tes biscuits. Je pense que c'est plus facile de faire du plus facile. Non, là là, putain, je suis sur un terrain très savonneux là, j'en sais rien. Vas-y, je peux t'aider. Non, mais c'est peut-être moins lourd quand c'est incarné par une femme que c'est moi je me suis toujours dit, c'est plus facile sur un biscuit parce que c'est une fille et parce que c'est des biscuits. Enfin, oui. Quand tous les messages sont mis sur un biscuit, ça change tout. On peut mettre ce qu'on veut sur un biscuit. Bah oui. Et en fait, le fait, même si tu mets une insulte sur un biscuit, bah ça rend le truc mignon. C'est vrai. Tu l'as eu? Ah bah bien sûr. Je suis en train de réfléchir à toutes les possibilités. C'est sans limite, attention. Donc, le Chantilly Motel Paris,
C'est une grosse OP, tu m'as dit 10 jours, hein, c'est ça? Ouais, 10 jours. Mais c'est 3 mois gros. de préparation. Voire plus, ouais. 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 Et un coup, tu t'en souviens? En plus, on a fait une campagne d'affichage, etc. On était sur du 35 000, je pense. Enfin, tout compris. Ouais. Et le SUS? Le SUS c'était à Aix ou Le SUS, c'était à Aix. Ouais. Après, la différence du SUS, c'est qu'on a vendu à l'intérieur. Que le pop-up de Paris, on n'avait pas d'offre à vendre. Donc, en fait, on avait un partenariat avec un coffee shop qui vendait à l'intérieur des boissons chaudes. C'est que de l'image et que du branding, quoi. Ouais. Le Et en chantier fait, motel. à l'époque, on préparait le lancement des mini biscuits salés. Donc, c'était aussi pour faire goûter et voir Les la recettes. réception des gens aux mini biscuits salés, qu'est-ce qu'ils aimaient comme parfum avant qu'on lance. Vraiment la réception de ça et de dire ouais, ça va bientôt arriver. Et le SUS, c'était de faire une vraie expérience retail parce que là, on avait une collection de boîtes, on avait les sucettes, on avait les thés, on avait les mini biscuits. Et là, on avait des vrais trucs à vendre. Personnalisé. Avec des messages Avec des qui messages passent. déjà quoi. faits. Ouais, Voilà. ok. Donc, 35K le Chanty Motel à Paris. Le SUS, je te pose pas la question, mais Chanty Motel, c'était donc une OP de branding et d'expérience, parler de la marque, rencontrer ton utilisateur. Le SUS, le pop-up SUS, on l'appelle comment, c'est ça? Oui, le SUS. Le SUS. Tu vendais. Le SUS, on avait 3 enjeux sur celui-là. C'était tester le retail, parce qu'on avait lancé une gamme de plein de petites boîtes de biscuits et les sucettes. Faire une OP de com autour des lancements des sucettes et faire du branding et faire parler de Chanty Biscuit. Quoi. Ok. Parce que c'est vraiment les pop-up qu'on a fait, c'est vraiment des trucs qui marquent. Hein. Le SUS, on en parle toujours. Tu te fais accompagner d'une agence aussi pour le SUS? La même. La même. Et pour C'est une agence qui est vraiment spécialisée, qui s'appelle Label Experience. Qui est... Bah bien sûr. C'est eux qui me font mes pop-up. Ok. Qui est un client un partenaire de Cosa Vostra. Voilà. Et ils adorent Chanty Biscuit. À chaque fois que je vais les voir, j'ai une nouvelle idée. C'est toi qui as une nouvelle idée. Ah bah oui. Dans ce que tu... ouais. Là, je leur ai dit, j'ai signé un pop-up à Paris, voici les plans, on va trouver une idée. Des voyous. Cool, la belle expérience qu'on embrasse. Magnifique site, évidemment, made by Cosa Vostra. Ok sur la préparation. Ensuite, il faut faire venir du monde. Donc, tu m'as parlé de campagne d'affichage. Ouais, à Paris, on a fait campagne d'affichage. Et à Aix, on était assez bien placés, en vrai. Donc, tu avais du passage naturel. Du trafic, ouais. Et l'enjeu, c'est plus de se faire connaître aussi que de faire venir exclusivement notre communauté. Donc là, quand j'ai cherché le lieu à Paris, je voulais absolument un lieu passant. Donc, j'ai pris un petit pop-up. Enfin, j'en avais vu des beaucoup plus gros où on pouvait faire des super univers, mais où il n'y a pas de gens qui passent, donc ça sert à rien. La plus belle des boutiques au fin fond d'une impasse, Ça sert à rien. n'attire pas de monde. Voilà. Quoi. Alors que je pense à la boutique Swatch qui fait 6 mètres carrés place de l'Opéra à Paris. Elle est là, elle voit 1 million de personnes par jour. Donc t'es en conquête sur de nouvelles audiences, mais t'actives quand même ta communauté? Oui, il y a un mec qui est venu de Paris pour au SUS, quoi. Enfin... Comment tu l'as activé? Donc réseaux sociaux, email Ouais, réseaux sociaux, newsletter, page du site. Et puis, à chaque fois, on essaye de faire un truc un peu percutant sur les réseaux, sur l'annonce. Et pour les sucettes, c'était facile parce qu'on a fait une photo où je suis là avec des sucettes. Donc, les gens n'avaient jamais vu quand c'était des sucettes. Donc, les sucettes avec marqué viens me lécher à Aix avec la date. Voilà. Donc, ça, tu vois, ça marche. Et comme les gens avaient vu passer le Chanty Motel, ils savent que si Chanty Biscuit fait un pop-up et fait un événement, il faut aller voir. Il faut aller voir. Okay. Qu'est-ce que tu as reproduit du Chanty Motel sur le SUS dans la démarche et la méthode? Le côté univers immersif. On trouve un thème, on y va à fond, on refait tout. Et après, il y a plein de trucs qu'on a fait différemment. Là, on s'est dit, OK, là, on veut vraiment vendre, donc il faut mettre des produits. C'est là où on a appris un peu... à vendre quoi sur place. Ce qu'on a ouais, c'était ça. Par contre là j'ai noté je sais pas, dans mon iPhone j'ai une liste de 40 trucs à faire, à ne pas refaire sur le prochain. Tu veux pas le sortir? Moi je peux vous dire des trucs hein. J'adore la fiche de... Alors, rendez-vous évidemment sur Chanty Biscuit sur Insta. La fiche de American Chanty. Chanty Titanic. Je l'ai toujours... Ouais, je me suis pop-up à garder, à faire au prochain. Alors, à ne pas faire. Non, j'ai pas mis à ne pas faire, mais j'ai plutôt mis le truc... Mais alors, tu te souviens de choses que tu n'as pas refaites, justement? De pas avoir de produits à vendre, en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. Autant en profiter. Ouais. Mais pour dire quelques trucs, tu vois, à faire au prochain, d'aller encore plus loin dans l'univers et vendre des produits
du merch sur le thème de l'univers, tu vois. Genre là, avec la bouche sus, on aurait pu vendre plein d'accessoires sus. Ok. Tu vois, quand on a fait des t-shirts et des stickers, etc., tout le monde en voulait. Et on s'est dit, mais en fait, on aurait dû vendre des boucles d'oreilles sus, des chaussettes sus, etc., d'aller encore plus loin dans le truc, on n'avait pas pensé. Qu'il y a une vitrine vraiment explicite, parce qu'à chaque fois, on fait un truc trop dans l'univers, et les gens ne savent pas pourquoi ils rentrent. Et tu vois, dans le pop-up sus, il y avait juste la bouche, avec marqué en petit pop-up store, machin, mais les gens pensaient trop que c'était un sex shop, tu vois, la prochaine fois, mais il y a des biscuits à l'intérieur. Ceci n'est pas un sex shop. Et faire des offres, tu vois, qu'on n'avait pas fait, du style 10 € les 3 sucettes, ou des trucs, tu vois, qui poussent à acheter plus de trucs. Tu vois, il n'y avait pas affiché les messages, quelle sucette et de quel parfum, tu vois. Donc plein de petits détails comme ça à garder, d'avoir un coin photo isolé parce que c'est en sus, donc tu passais les marches et t'avais une deuxième pièce avec vraiment le coin pour les photos, et comme c'était isolé, les gens étaient hyper à l'aise, ils restaient parfois 20 minutes, ils faisaient leur vie parce qu'on les voyait pas. Que quand on avait fait à Paris, le coin photo c'était vraiment à l'entrée devant la vitre, et les gens n'étaient pas aussi à l'aise parce que tout le monde te regarde, tout le monde t'es obligé de passer et d'avancer. Donc quoi. plein de petits trucs comme ça où on se Ok. dit mais là il y a des gens, ça fait 1 heure qu'ils sont là. Vous trouvez la vidéo sur le compte de Chanty Biscuit évidemment. À quelle date? C'était il y a 20 semaines, bref. Oui, en tapant hashtag Chantisus ou Chantipop, Voilà. vous allez trouver. Et c'était du coup à l'éphémère, hein, c'est ça? Ouais. Ok, intéressant. Et celui de la fin de l'année, à Paris? Alors là, en préparation, on a 2 idées de thèmes. Et on va voir. Là, le but, c'est que c'est Noël, donc c'est de vendre plein de produits. On est en train de préparer du coup notre offre de Noël qu'on prépare pour le pop-up, plus que pour le site, donc on pense différemment. Ça va être ouf. Enfin, l'offre de Noël va être géniale. Le pop-up forcément va être ouf, mais comme il est plus petit, on est en train de voir comment on va aménager, si on fait un coin photo, etc. Mais voilà, je sais pas encore. On a des pistes, mais on sait pas encore. Dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est sur ce côté activation, c'est l'incarnation. Enfin, Chanty, c'est toi. Déjà dans le nom, enfin à la base, on peut pas tricher, tu vois. Oui. Ça pourrait être autre chose. Chanty, ça veut dire. Ça veut dire la paix. C'est ça, hein, la paix. Tu incarnes depuis le départ, ou en tout cas depuis que tu as trouvé ta patte, donc c'est 2016-2017, en fait, c'est ça? j'incarne. En vrai, je pense que c'est depuis que les stories sont arrivées sur Instagram, depuis 2017. Ok. Parce qu'avant, personne ne me voyait. Ton accélération, quoi. Ouais. Ton retour là-dessus? J'adore le faire. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? C'est double tranchant, c'est que moi j'adore le faire. Je pense que les gens adorent mettre un visage dessus, ils savent que c'est à moi qui parle sur Insta, il y a une vraie histoire, machin, mais c'est vraiment dépendant de moi. Hein, donc est-ce qu'on peut me remplacer sur Insta? Est-ce que après, vu que moi aussi c'est moi qui écris, donc en fait je fais vraiment la partie créa, écriture, etc. Au-delà de l'incarnation, il y a la partie que je fais techniquement qui va avec, quoi. Mais moi c'est un truc que j'adore. Non, mais en faire. vrai, un bon concepteur rédacteur, ça se trouve. Oui. Mais porter l'image et puis être rock'n'roll comme toi tu peux l'être. Après, moi j'adore le faire, mais je dis pas, c'est pas forcément un conseil que je donne à tout le monde en mode il faut incarner, il faut que t'ailles au max, etc. Je pense qu'il faut être à l'aise. T'es pas obligé de te montrer tout le temps face cam sur Insta. Tu vois, il y en a plein qui le font pas et ça marche. Mais moi j'adore, et j'adore le lien que ça crée avec les gens. Et même moi j'adore quand je suis des marques, aller voir l'histoire derrière, la personne, la tête de la personne, son histoire, pourquoi elle a fait ça, et si la personne n'est pas en cohérence avec ce qu'elle vend, je trouve qu'il y a un problème, enfin tu vois, et ça met vraiment ça humanise le concept, sachant que nous en plus c'est un cadeau, donc on crée du lien avec les gens, ça fait partie du c'est pas mal de mettre de l'humain dans l'humain, quoi. Bah oui. Et en plus, moi, je suis la première cliente. Tu vois, je vais nulle part sans biscuits, j'en offre à tout le monde. T'es là pour combien de temps? De quoi? À Paris? Là, 1 semaine. 1 semaine. Donc, t'as une valise remplie de. Je monte toujours avec des biscuits, bien sûr. J'ai autant des biscuits pour mes rendez-vous que j'ai toujours une trentaine de biscuits avec des messages standards que je peux distribuer si j'ai un truc qui se met, si je rencontre quelqu'un. Et quand je vais sur des événements, j'ai toujours des biscuits dans mon sac. Comme ça, quand on me demande qui je suis, ce que je fais, je fais ça. Et il n'y a pas de meilleure pub que le biscuit. Un biscuit personnalisé. Les gens, ils s'en rappellent. Ils le goûtent. Une fois que tu l'as goûté, ça parle plus qu'une carte de visite, quoi. Tu sais qu'on a monté une boîte il y a longtemps. Enfin, c'est Mathieu qui avait commencé, puis on l'a repris sous Cosa Vostra pour la développer ensuite, mais de cartes de visite en métal. Ouais, il m'avait raconté quand on avait fait le podcast. C'était fun. C'était des cartes de visite en métal. Alors, c'était
Je crois qu'il m'en avait donné une même. Pas très éco-responsable, mais on a changé depuis. Mais carte de visite en métal, parce que tu la jettes pas et du coup les gens s'en souviennent. Et tu peux pas la manger. En revanche, c'est une carte de visite. Bon, ça. Ah oui. Cool. Non, mais sur l'incarnation, c'est hyper intéressant et c'est clair qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles d'une Justine de Respire à. Oui. Après, c'est sûr que moi, ce qui fait aussi l'engouement pour Chantilly Biscuit, c'est mon histoire, tu vois, et le fait que tu peux partir de rien et monter une boîte sans avoir fait d'études, en faisant un truc fun, sans te prendre la tête. Et c'est ce truc aussi que je véhicule qui fait que les gens aiment Chantilly Biscuit et suivent. Tu vois, il y a une grosse partie qui suit Chantilly Biscuit pour ce truc. Et tu vois, hier encore, vrai true story, je prends un café avec une fille qui me suit depuis très longtemps, que j'avais déjà croisée, et elle me dit j'ai tout plaqué pour me mettre à mon compte parce que quand je t'avais vu, ça m'a inspiré, ça m'a trop donné envie de le faire, tu vois. Et donc il y a un truc aussi comme ça. Là qui est propre à mon histoire parce que je suis partie de rien et parce que je fais un produit qui parle à tout le monde. Je suis la girl next door, tu vois, quand je fais mes clips et mes défilés en robe en bulle, c'est moi avec ma caméra dans mon bureau, tu vois, et en fait n'importe qui peut le faire, donc il y a un truc si elle l'a fait, je peux le faire, et ça donne encore plus envie de suivre et de se dire mais qu'est-ce qu'elle va faire après, jusqu'où elle peut aller, machin, qu'est-ce qu'elle va se faire tatouer encore. Je pense que ça crée aussi un autre truc qui est le sentiment que ça reste une petite boîte humaine et sympa. Oui. Les gens ne se doutent pas que tu fais 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. Moi non plus. Moi non plus. Mon comptable non plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça reste une petite aventure. Oui. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise méthode, mais après, je pense qu'en revanche, il faut y aller. Je pense qu'en revanche, il faut y aller à fond. Ah bah oui. Enfin, tu vois, tu peux pas incarner à moitié et il faut raconter une histoire. Donc, ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'adore ça. Après, tout est naturel vu que c'est mon histoire. C'est pas un truc que le storytelling n'a pas été construit pour vendre la boîte. En fait, c'est le truc, c'est comme ça. Moi, je fais vraiment des blagues sur les biscuits. J'adore faire des cadeaux personnalisés. Enfin, je vis le truc, quoi. Vous êtes toujours sur Shopify. Oui. Avec une grosse refonte en cours. Ou c'est juste la plateforme de marque? On a fait le Shopify en 2017. Après, on a fait des petites, des mini refontes. Tu vois, quand on a fait les sucettes ou à un moment donné, quand on a rechangé un peu le site. Et là, on va faire refonte, rebranding total. Mais refonte tech aussi? On va garder quand même le principal. En fait, le problème de ce site, c'est que quand on l'a pensé, c'était vraiment juste pour la partie personnalisation. Et après, quand on a rajouté toutes les offres et tous les produits, en fait, on les a imbriqués. Le truc n'est pas très clair, n'est pas très bien classé, n'est pas très facile à retrouver. Donc, c'est plus de repenser. Mettre de l'ordre. Aussi. Voilà. Maintenant, on sait qu'on va faire plein de produits dérivés, qu'on va faire une large gamme de boîtes de biscuits. Comment on met ça en avant sur le site plutôt que juste de tout imbriquer dans le menu et qu'à la fin, on sait plus quoi enlever, quoi mettre quand on a plein d'offres en cours. Voilà. C'était quand le pop-up sus? Février. De cette année? Ouais. Et du coup, tu as utilisé en point of sale pour la vente, l'outil Shopify, enfin Shopify. Ouais, on avait un terminal truc relié au Shopify. Ouais. Ok, cool. Et c'est quoi les outils tech que tu utilises et dont tu ne peux pas te passer? Shopify. sur le CRM, sur l'email, sur... Front. Front app? Front, je peux plus m'en passer. Ouais. Pourquoi? En fait, tu peux le présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Front, c'est une app qui permet de rediriger les mails entrants sur tes collaborateurs et d'être à plusieurs sur les mêmes mails, de pouvoir se mettre des messages sur les mails avec les clients. Et en fait, nous, on s'en sert parce qu'on a beaucoup de demandes entrantes. En fait, on a les questions normales, où on est ma commande, machin, toutes les demandes de devis mariage, toutes les demandes de devis B2B. Et en fait, ça, on les répartit selon les équipes. Donc, t'en as une qui récupère les B2B, un qui récupère les mariages, une qui récupère le SAV. Quand ils sont pas là, du coup, on se recoupe les trucs et ça permet en fait de redispatcher sans faire du forward de tout le monde, quoi. Et même, tu vois, même moi, les partenariats, donc c'est très pratique pour nous pour ça. Il n'y a pas toute l'équipe qui l'a, mais tous ceux qui ont besoin de répondre aux mails clients, quoi. Alors, je ne le savais pas. Donc, Front, c'est vraiment très, très cool et c'est une boîte qui a été fondée chez... eFounders, à Paris. Maintenant qu'on a mis, studio, on peut plus s'en passer. Et en fait, ça résout le problème de cette adresse mail à la con qui est contact@ votre boîte ou support @ hello @ où tu te transfères. Après, du coup, tu dois retaper parce que. Mais est-ce que tu as répondu toi, machin, qui a répondu? Non, là, c'est très pratique. Mais moi, je peux aller. Du coup, moi, j'ai accès à la boîte contact aussi dans mes trucs, mais que je laisse fermer. Mais tu vois, quand on me pose une question, je peux aller vite voir si on nous a envoyé un mail. Et quand quelqu'un est absent, vas-y, je prends le relais. Et en fait, tu as aussi sur Front tous les messages Facebook et le chat que tu réponds en même temps et tu peux relier, etc. Et tu peux te refiler les mails. Et même parfois, on se refile les clients. Tu vois, non, mais ça, c'est pour toi. Non, mais ça, c'est pour machin. Enfin, voilà. C'est très pratique. Et les clients ne voient rien passer, quoi. Évidemment.
Front, quoi d'autre? Quoi d'autre? Front, c'est quand même le principal. En service client, on utilise pas mal Airtable, je crois, pour un peu les stats, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Là, on est en train de faire un ERP sur mesure qu'on devrait être livré là, bientôt. Pourquoi sur mesure? Pour digitaliser toute la prod. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les feuilles qu'on imprime et on n'avait pas trouvé d'outils qui correspondent vraiment à ce qu'on avait besoin. Et en fait, je me dis maintenant, heureusement qu'on l'a pas fait avant, parce que maintenant, on a vraiment le recul sur l'offre, sur le process de prod et sur ce dont on a besoin. Donc là, le truc est en cours. Et le but, c'est que maintenant, en prod, il n'y ait plus que des tablettes, etc. Parce que, en plus, quand tu lances une prod de biscuits, il faut noter les numéros de lot de beurre, machin, pour pouvoir, s'il y a un problème, faire des rappels de l'eau et être aux normes, etc. Que là, tout va être digitalisé. Parce qu'avant, galère, hein, on s'est pris un audit de prod. Ah bah, il faut retrouver la fiche technique de la commande, machin. Allez, on va retrouver les feuilles, tout. Bref. Ça, c'est en cours. Après, qu'est-ce qu'on utilise? On n'est pas trop... on utilise SendCloud pour les expéditions, qui est relié à Shopify, qu'on aime beaucoup. SendCloud. Ouais. Je crois Ok. que c'est nos trucs principaux. Cool. Le Mais RP. Front, c'est la folie. Je suis en train de regarder les prix. 19€, la formule de base, mais du coup, c'est par utilisateur ou par... Oui, il y a un prix par utilisateur. Ouais, c'est ça. On a le souci, nous, depuis longtemps, sur cette boîte contact. Et, Ah, mais Front, c'est la folie. à un moment, on pensait la supprimer. Fuck it. Tu vois, il y a tout qui tombe. Quand une boîte, quand votre boîte aura, si elle est jeune, quelques années, contact, c'est le mail que tu as laissé toute ta vie à un endroit, à un autre, et puis ça s'accumule. Et aujourd'hui, tu as 500 mails par jour qui arrivent dans contact et qui sont autant des leads clients ultra qualifiés que du spam, que de la merde. Putain. Ouais. Si vous avez une solution miracle, chers auditeurs, autre que Front, n'hésitez pas à la recommander. Autre que Front. Mais Front, c'est très bien et on y pense. Chanty, c'était cool. Si tu relançais une marque aujourd'hui, alors on n'avait pas préparé cette question, je t'avais pas prévenu. Ouais. Si tu relançais une marque consumer aujourd'hui en 2022, ce serait quoi la recette? Bah, c'est sûr que si je monte une autre boîte, ce sera une marque consumer. Hein. Moi, j'adore le B2C. Ce que je veux maintenant, c'est avoir un truc avec une grosse partie physique. Je veux pas plus dépendre que du digital, des algos et des réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est très bien. Instagram, ça nous a aidés et j'adore, etc. Mais tu restes dépendant et à un moment donné, j'ai eu un petit paradoxe perso de me dire, tu vois, moi, en perso, en utilisatrice, j'ai envie... je passe trop de temps sur Instagram, sur TikTok. Enfin, ça me gave, tu vois. J'ai envie j'en ai marre d'avoir le réflexe de toujours poster sur Insta, de machin. Mais j'incite les gens à être là avec ma marque, tu vois. Donc je suis là un truc. Il faut que vous alliez sur Instagram, mais moi par contre j'en ai marre, tu vois. Donc de dire en fait un truc où je dépends moins de ça, où donc plus de physique, plus de retail, avoir un lieu parce qu'aujourd'hui ça me manque. Tu vois, d'avoir un truc où les gens viennent, tu leur parles pour de vrai. Un truc un peu hybride, je pense. Okay. Mais ouais, moins d'enjeux sur les réseaux sociaux où effectivement, tu vois, t'as un changement d'algo, bah compliqué, quoi. T'as testé un peu l'international ? Un petit peu, mais on a encore beaucoup de choses à faire en France, en vrai. Après, je dis toujours que mon vrai marché est les US. Mais il faudrait produire sur place, donc c'est un autre game. C'est le FDA, non, qui doit valider. Ah ouais, aujourd'hui, nous, à Expedie, on n'a même pas le droit parce que, en fait, bon, en soi, on peut le faire. Hein, tu peux te prendre une amende un jour et tu vas bien. Mais même les normes d'étiquetage, tu vois, c'est pas les mêmes contraintes. Il faut les textes écrits de certaines tailles, écrits en anglais. Nous, les packagings sont écrits en français, donc ça passe pas. Plus le délai. Est-ce que les gens, ils vont payer 50 € de frais de port pour 30 € de biscuits? Mais on a plein de demandes, enfin plein, on en a, de gens au Canada ou aux US, on voudrait commander des biscuits parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas chez nous. Faut trouver un partenaire local. Mais entre le retail et le wholesale en France, où tu peux ouvrir et créer une ligne, tu vois, comme tu l'as fait chez Sus. C'est toujours drôle. Hein. C'est très très drôle. Alors j'ai enregistré il y a pas longtemps avec Anatole Rosan, qui est le fondateur de Macoq, qui font des coques de téléphone portable. Et j'ai réussi à tenir 1 heure, je sais pas quoi. Super épisode. Nous le Sus, j'avais des messages improbables. Hein. J'avais des potes qui me disaient, on vient sucer samedi.
entre le retail et le wholesale, tu pourrais aller très très loin, et en plus tu as une très très belle marque avec une brand equity qui est bien là. L'international, je sais pas, il y a plein d'axes potentiellement de développement quoi, de la marque. Ouais, bah ça a été aussi ça l'enjeu du premier trimestre. Du coup, j'ai fait partir mon directeur général et mon directeur marketing en même temps en début d'année, et on s'est recentré donc avec mon directeur de prod. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités de croissance et de direction possible. Tu vois, est-ce qu'on veut aller à fond dans le mini biscuit accompagnement café? Est-ce qu'on veut aller est-ce qu'on va aller chez Monop? Est-ce qu'on veut vraiment aller dans le cadeau et se diversifier? Qu'est-ce qu'on veut faire, quoi? Donc, comment s'est passée la rupture? c'est jamais simple, mais c'est toujours pour le mieux. Ça s'est bien terminé? Bah au final ça s'est terminé. Mais Ça oui, s'est non, terminé. ça s'est bien terminé parce que la boîte marche encore mieux. Enfin, tu vois, ça marche très bien, l'équipe est là, ça continue de tourner, donc au final on peut dire que ça s'est bien terminé. Ok, vous pourrez trouver Shanti sur tous les réseaux évidemment, et vous lui posez la question si vous voulez aller plus loin. Cool, écoute, merci infiniment, c'était top, c'est une belle histoire, et une décennie c'est long, c'est bien, c'est beau. Bah ouais, c'est long, hein. Cool. Mais c'est beau. Vivement la suivante. Merci infiniment Shanti, merci pour tes petits gâteaux. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas évidemment à tester si vous ne connaissez pas Shanti Biscuit sur shantybiscuit au pluriel.com, SHANTY évidemment, et à contacter la Bisqueen Shanti Barrel sur les réseaux si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io. Je vous souhaite à tous et à toutes et à toi une excellente journée, une excellente semaine. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.